Bienvenue pour cette émission spéciale 100 000 abonnés. Ce sera une série de questions en vrac pour Monsieur Rougeron. Bonsoir Monsieur Rougeron, comment allez-vous? Ça va mon grand. Et toi? On fait aller. On va directement attaquer les questions. Je vous préviens, ça va un peu dans tous les sens, donc préparez. C'est pas grave. Parfait. Eh bien, une question de Ogma. De l'instrumentalisation du sport en politique. C'est très vaste. Bah, là, on a eu un très bel exemple. Alors, ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que comme c'est le seul nationalisme autorisé, vu que c'est celui que le marché a le plus digéré, hein, si tu veux, le spectateur, enfin le fan de sport étant quelqu'un qui généralement est de classe moyenne inférieure, classe populaire, et qui brûle une partie non négligeable de son épargne dans sa passion, et cette passion le maintenant dans une neutralité politique absolue, donc tout bénef à tous les étages. Là, on peut l'autoriser à avoir un drapeau. Sinon, attention, Caroline Forest veille. Bon. Mais le problème qui se pose à nous, c'est que là, euh, les Occidentaux se sont pris en pleine tronche. Comment les autres utilisent le sport? Parce que suite aux affaires entre la Russie et l'Ukraine, le Qatar est devenu, rappelez-vous, un pays suspect. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui fait partie du cartel des producteurs de gaz et qui a refusé toutes les manœuvres, il est vrai, manœuvres qui lui auraient coûté très cher, visant à faire baisser artificiellement le prix du gaz pour couler les Russes. Et donc le Qatar est devenu d'un coup un pays suspect. On s'est rendu compte, ah tiens, le Qatar soutient l'islamisme. Ah bon? Le Qatar est homophobe. Tiens, m'aurait-on menti? Et les Qataris, eux, ont joué la carte à plein, c'est-à-dire plus les Occidentaux se plaignaient par exemple, de leur homophobie, plus les pays en développement les ont soutenus. Et rappelez-vous cette scène absolument extraordinaire d'anthologie des journalistes allemands qui avaient tous mis un brassard LGBT quand l'équipe d'Allemagne s'est fait sortir à coups de latte et que les journalistes allemands ont pris l'avion, les journalistes qataris les attendaient en faisant le geste du bâillon et en leur faisant au revoir. Et là, vous voyez que oui, le sport, ce qui est normal, le sport a toujours été, depuis les Jeux olympiques traditionnels, donc les Jeux olympiques athéniens, une démonstration de force, enfin, par exemple, des différentes nations helléniques olympiques. Mais c'est une démonstration de force autour de la notion de beau geste. Je vous rappelle que, par exemple, il n'y avait pas, alors qu'il était tout à fait possible de le faire, d'évaluation de calcul des performances. C'était la précision du geste qui était portée au nu. Eh bien, aujourd'hui, on a juste remplacé la beauté du geste par la beauté du fric. Et le Qatar a prouvé que les Occidentaux étaient des tapins, c'est-à-dire des gens qui se sont plaints en découvrant que le Qatar était infréquentable au Oresco Reference. Pour ceux qui veulent voir l'étendue de l'infréquentabilité du Qatar, je vous renvoie à minima aux enquêtes de Chénaud et Malbruno et à maxima à celles de Pierre Péan, vous m'en direz des nouvelles. Et c'est assez simple. La contre-démonstration que les Européens ont voulu faire avec des drapeaux LGBT partout, c'est juste soldé par une défaite en race campagne. Je vous rappelle par exemple que les joueurs français ont unanimement refusé de jouer à cette mascarade parce qu'ils savaient très bien que ça allait leur retomber droit sur le bec. Et donc, voilà, ce que j'aimerais dans l'avenir, moi, si vous voulez, je fais partie des gens qui sont écœurés de l'influence du capital sur le sport. Moi, je suis content que dans le peu de sport que j'ai pratiqué, c'est-à-dire le rugby amateur et quelques petits sports de contact, euh, à l'époque où je les ai faits, il y avait le fric n'avait pas encore pris le rugby, par exemple. Maintenant, c'est fait. Et certains sports de duel sont trop techniques pour être capitalisables, si vous voulez. Je pense que euh, retrouver l'esprit du sport, ce n'est pas faire de la géopolitique du sport à la Pascal Boniface, des trucs qui m'énervent au dernier degré, mais c'est avant tout faire en sorte que le sport retrouve l'esprit de l'olympisme premier, c'est-à-dire la beauté du geste et qui bien sûr reflète la force d'un peuple, c'est évident, mais qu'on évite
ce type de géopolitique du pauvre, c'est-à-dire je perds mes usines, mais j'ai gagné au ballon. C'était très 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 intéressant. Vous voyez que vous êtes plus en forme que prévu. Nous passons à une petite question de politique intérieure. On va sauter du coq à l'âne. Monsieur Baron du Samedi nous pose une question de politique intérieure. La position prise par Mélenchon en faveur de Bompard pour la présidence de la LFI ne risque-t-elle pas de réduire à néant toute possibilité d'une gauche populaire à la LFI? Alors, beaucoup de gens m'ont remercié après ça, alors que croyaient bien que j'aurais aimé avoir tort, parce que oui, j'ai eu raison sur ce fait. Et je remercie certains d'entre vous des très gentils mots à mon égard. Néanmoins, il y a le fait et son interprétation. Pour moi, je vois trois choses possibles et qui vont... Là, nous sommes dans l'équivalent de ce qu'on appelle en art militaire le brouillard de la guerre. Début 2023, nous aurons la clarification des cartes à la LFI. Voilà les trois scénarios possibles. Mélenchon hésite à y aller parce que je sais de son entourage proche qu'il veut y aller pour gagner. Mélenchon n'est pas dans une optique PME, contrairement à ce qu'on peut croire. Euh, il sait qu'il a perdu. Le problème, c'est que il fait une erreur, je pense, de parallaxe. C'est-à-dire que il a, parce que lui, c'est sa ligne personnelle de gauche autoritaire, légèrement petit père des peuples, il a remis un coup de populisme de socialiste dans la dernière campagne, ce qui lui a évité le bouillon que la ligne Bompard lui promettait, qui était la ligne de convergence des luttes avec les IVA, pure ligne de NPA. Et je et d'ailleurs, rappelez-vous, moi je croyais qu'il allait perdre de beaucoup plus, mais il a réussi une remontada, mais néanmoins la ligne Bompard a fait que le deuxième tour qu'il a gagné, qu'il a perdu la fois précédente à 200 000 voix, cette fois-ci il le perd à 400 000. Donc, si vous voulez, il le perd à 400 000 voix. Et ce n'est pas, ça n'aurait pas été possible avec une ligne réellement populaire. Il n'aurait pas perdu autant. Or, Bompard, lui, est un soldat du NPA depuis le début. D'ailleurs, c'est là d'où il vient. Il ne lâchera pas la ligne trotskiste de base. Il ne la lâchera pas. La seule chose, c'est que veut-il? Soit il veut un putsch et une entente avec ce qui reste du PS, etc., stratégie NPA classique, ou pire, il veut un pôle trotskiste triomphant qui damerait le Mélenchon, l'ancien lambertiste, et en plus écraserait Roussel, l'ancien stalinien, ce qui serait la revanche des pablistes. Alors si c'est le cas, mes amis, on est en plein psychodrame de gauche. Là, je peux vous assurer, c'est l'effondrement. Parce que ça, c'est, comment dire, tout le monde s'en fout, en fait. D'accord? Bon. Ensuite, vous avez un autre scénario possible. Mélenchon le laisse faire son putsch pour pouvoir, rappelez-vous, la phrase du président Mao, laisser pousser les mauvaises herbes pour mieux les sarcler. Et Mélenchon, qui ne rêve que de noyer la LFI pour créer une nouvelle structure, ce qui lui permettrait au passage de sauver son fils spirituel Katenen, dont la main de Bompard dans la chute est de plus en plus évidente. Là aussi, je pense que je l'avais vu venir, plus les clans des Baltringues, Clémentine Autain et autres. Je sais par ailleurs que Clémentine Autain et son clan à elle a essayé de négocier avec Bompard, mais leur dernière réunion dans un café parisien, il y a de cela 2 semaines, s'est soldée par la venue d'une quinzaine de personnes à peine. Donc, je pense qu'elle a vu que finalement, ça allait pas très loin. Donc, le souci, c'est que, dernier point, Bompard est l'instrument de Mélenchon, c'est-à-dire que Mélenchon laisse faire Bompard, dont la réputation d'autoritarisme et la haine qui lui est portée du haut en bas de la LFI, va laisser pourrir l'appareil, ce qui permettra à Mélenchon de le noyer. Nous verrons lequel de ces trois scénarios se passe. Ça peut en être un quatrième qui, disons, est le réel et en plus d'imagination que moi. Mais je pense que c'est les trois grandes hypothèses vers lesquelles nous allons. Bompard a fait, je pense, une très grosse erreur qui est d'écarter des gens comme Corbière ou autres qui sont loin d'être les crétins qu'on imagine et qui sont loin de ne pas être aimés par les bases. Je pense que Bompard a fait une grosse connerie parce que c'est un homme qui est un sectaire comme tous les pablistes. Et je pense que si
lui, de toute façon, il assassinera toute ligne populaire parce que pour lui, l'ouvrier français est un fasciste. Et n'oubliez pas que la force de Bompard est d'avoir isolé Mélenchon. Je vous rappelle que, suite à la mort du fils spirituel réel de Mélenchon, qui était Vincent de la Pierre, la force de Bompard sera d'éloigner Charlotte, donc la veuve de la Pierre, de Mélenchon et d'arriver à lui faire quitter la LFI, ce qui prouve au passage que c'est quelqu'un de particulièrement nuisible et absolument pas à sous-estimer. Il a une intelligence manœuvrière dont je me méfierais. Très intéressant, merci. Alors une question plus difficile, mais bon, le souverainisme mérite d'être mis en question. Une question de Monsieur Linky. Pourquoi est-ce que les courants souverainistes, populistes ou alternatifs appellent toujours plus de marginaux? Pourquoi les gens normaux votent en majorité LR et Renaissance? Bon. Là, il y a une vraie erreur de parallaxe. Il y a des marginaux dans toutes les écoles politiques, il suffit de les fréquenter, et nous ne sommes pas. Alors, nous n'attirons pas réellement les marginaux. Hein. Les courants d'extrême gauche en ont beaucoup plus que nous, et la droite radicale beaucoup plus que nous. Si vous voulez, la catégorie socio-professionnelle la plus représentée chez les souverainistes, c'est les profs. Comme marginaux, je veux bien. Non, là, faut connaître son propre électorat. Or, attention, quand vous parlez de gens normaux qui votent LR et Renaissance, le seul signe distinctif, les trois signes distinctifs du vote Renaissance, c'est une part de diplômés, mais le diplôme et l'intelligence sont deux choses différentes. Le diplôme et l'inclusion sociale sont deux choses différentes. Mais bien plus profond, la part d'héritiers. Bon, moi je veux bien qu'on dise que les gens qui héritent sont des gens normaux. Il n'y a pas de souci, tout le monde hérite un jour. Mais on parle surtout de gens qui ont de gros capitaux et les études politologiques vont dans tous les sens. Vous avez des études qui disent que les populistes sont moins intelligents que le reste. Vous avez des études qui disent totalement l'inverse. Donc, si vous voulez, moi, je refuse de tirer des conclusions sur un banc d'essai aussi contradictoire. Par contre, là où il y a deux faits véridiques, c'est que les deux écoles mentionnées, donc Renaissance et l'autre, eh bien, attirent l'électorat riche et l'électorat âgé. Mais ce ne sont pas des gens normaux, ce sont des gens organisés en défense de classe. Ils n'ont, si vous voulez, il ne faut pas oublier une chose. Hein, chez Ganguiem, le normal s'oppose au pathologique. Nous n'attirons pas les gens pathologiques ou les gens toxiques. Ça, c'est pas vrai. On n'attire pas les riches. Bon, oui, je vous l'accorde. On n'attire pas les riches et on n'attire pas non plus les vieux. Bon, ok. Alors une question peut-être qui va plus vous plaire, Monsieur Augeron. Vous avez rien contre. Je dis juste, il ne faut pas, parce que on croise de temps en temps quelques marginaux dans notre milieu, oublier qu'on est une sociologie qui recouvre plus de 10 millions de personnes. Bon, on n'est pas, on n'est pas le club de l'amicale des kebabs à Bobigny. Bien sûr. J'entendais une question plus intéressante, plus stimulante. Une question de Alec. Si nous devons penser le souverainisme dans le monde de l'entreprise, quelle forme cela pourra-t-il prendre? Merci. Je pense, alors, dans certaines entreprises, c'est très facile. Par exemple, tout ce qui est nouvelles technologies et numérique. Là, eux, ils voient ce que c'est la souveraineté parce qu'ils se battent tous les jours. Alors, quand vous êtes dans des environnements très concurrentiels à l'international, vous comprenez très bien le souverainisme. Et vous comprenez que vous êtes à poil sans l'État français. Moi, je ne connais pas un cadre de notre industrie de défense qui croit en l'Europe. Bon, sauf le sous-milouf qui veut à tout prix être dame pipi à l'OTAN, parce que dame pipi à l'OTAN, c'est 6 500 par mois sans impôt. Alors, il sucerait n'importe qui pour y aller. Mais, mis à part ça, je ne connais pas un cadre de notre industrie de défense, et croyez bien que mon discours est relayé dans les industries de défense. Et comme je ne connais pas un chef d'entreprise du numérique qui croit que les GAFAM sont ses amis. Alors par contre, on a un vrai problème, c'est les entreprises de services qui ne se rendent pas compte
que quand leurs données seront dans la main des Américains, je vais vous donner un exemple, je sais de sources sûres qu'aujourd'hui, la vente de Fiducial, premier cabinet d'expertise comptable d'Europe, est sur la table et que les Américains sont parmi les seuls à avoir le blé pour allonger, le jour où ils auront ça, vous imaginez la manne informationnelle. Donc ça, il faut leur faire comprendre. Il faut faire comprendre aux entrepreneurs, il faut leur dire également, l'État n'est pas votre ennemi, les syndicats ne sont pas nécessairement vos ennemis, vos salariés ne sont pas vos ennemis. Il faut à tout prix briser la culture auto-centrée, satisfaite et providentialiste au sens de Dieu le Père du patron français qui n'a pas changé depuis le 19e siècle, parce que sinon, ils se feront massacrer. Et d'ailleurs, tous les patrons qui sont allés à l'étranger le savent, vu que quand ils sont allés à l'étranger, ils sont tombés face à des entreprises qui, elles, sont issues du capitalisme d'État, particulièrement en Asie, et que le patron français, j'en ai vu des tas en intelligence économique qui arrivaient, moi j'ai de grosses bouliches, je vais apprendre au Niakwe comment bosser, et à la fin, ils repartaient avec leur brevet piqué, pas un rond, une main devant, une main derrière. Donc, il faut leur dire très simplement, et faire muter une partie de l'organisme d'État, que ce soit d'un point de vue fiscal ou même dans son rapport aux entrepreneurs. Je veux bien qu'on leur parle avec plus de respect, mais là, à chaque élection, on leur lèche les bottes et on profite du fait que, je suis désolé de devoir vous le dire, l'entrepreneuriat français sont des gens qui, pour beaucoup d'entre eux, moi j'ai toutes les emmerdes d'un chef d'entreprise. J'ai toutes les emmerdes, j'en ai aucune dégratification. Eh bien, je peux dire une chose, oui, il y a des parts où le patron français a des raisons de se plaindre, particulièrement dans son rapport aux banques plus qu'à l'État. Mais le rapport aux banques, il n'ose pas le faire parce qu'il a peur d'avoir mystérieusement un incident de crédit après, alors que critiquer l'État, tout le monde le fait, donc tout le monde, en réalité, c'est aussi un truc de l'État nounou, ça, hein, ni plus ni moins. Et de l'autre côté, essayer de les sortir de la part d'autisme entrepreneurial qui est la leur avant qu'ils se fassent tuer, parce que ils vont tomber sur des gens qui sont, eux, les bras armés d'une puissance économique et d'un capitalisme d'État contre lequel ils ne peuvent pas régner. Et surtout, là maintenant, ils doivent s'en rendre compte, et il faut le dire aux artisans, l'Union européenne a déclaré la guerre à la Russie, vous allez crever la gueule ouverte parce que vous n'arriverez plus à vous chauffer et à chauffer vos fours industriels, et c'est au drapeau bleu, et vous serez les sacrifiés du drapeau bleu à l'étoile jaune pisse. Il faut arrêter de faire du Sarkozysme Marbourg en tressant les lauriers des entrepreneurs. Maintenant, faut les mettre devant leurs responsabilités. Eh bien, une question très pratique de Mira qui nous demande: pour mettre en œuvre le souverainisme, dans quel ordre prendre les mesures? Quel est l'ordre de priorité des mesures à prendre pour déployer le souverainisme en France? Merci. Alors, une fois la prise de pouvoir faite, il faut faire la prise de pouvoir d'abord. C'est ça qui est le plus important. Ensuite, c'est très simple. Il faut prendre d'abord les mesures d'urgence pour se garantir des cadres d'action. C'est-à-dire, je pense, la dénonciation d'une vingtaine de traités en même temps, la sortie de 3 ou 4 organisations internationales et la demande d'entrée dans 3 ou 4 autres. Pourquoi? Parce que ça met 2 ans en moyenne à se faire. C'est la Convention de Vienne sur le droit des traités. Hein. C'est les délais classiques de droit international. On commence par ça, parce que ça, c'est des mesures au long cours, et ensuite, on déroule. On déroule. Très bien. Une question amusante en fin d'année, dans cette fin d'année, pardon, de Sarah. Quelle résolution tenable suggérez-vous aux souverainistes de reprendre dans leur vie quotidienne en cette veille de nouvelle année? Avoir plus de tolérance et d'affection entre frères. Très bien, très bien, très bien. Une bonne réponse, très punchy. Une question de Bruno. Quelle possibilité pour une union latine ou une alliance France-Espagne, surtout dans le cas d'un éventuel effondrement de l'UE? Nicolas Klein serait infiniment plus à même de répondre que moi. Moi, j'ai été partisan de l'union latine, je le suis beaucoup moins aujourd'hui. Enfin, moi, je suis pour une union grand latine, c'est-à-dire que pour moi, la France doit surtout aller vers l'Amérique latine, beaucoup plus que
Si vous voulez, l'Italie et l'Espagne sont des pays où on n'est pas aimé. Donc ça sert à rien de... Si vous voulez, moi on m'a toujours dit que les Français étaient méchants avec les Italiens et les Espagnols. Moi je n'ai jamais vu un Français être méchant avec les Italiens et les Espagnols. J'ai vu les Espagnols et les Italiens être méchants avec les Français. Je n'ai jamais vu l'inverse. Donc si vous voulez, je pense que malheureusement nos amis italiens et espagnols se sont habitués à ce que les Français pleurent à chaque fois que les étrangers ne les aiment pas, et donc ils en jouent. Alors que moi, à titre personnel, alors que moi, par exemple, je m'inquiète pour l'Espagne et l'Italie parce qu'ils vont disparaître avant nous, mais bien avant, d'accord? Et je vois chez eux une sorte de cécité. Heureusement, il y a notre camarade Diego qui travaille bien le terrain espagnol, mais par exemple, je suis très 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 inquiet de ce qui se passe en Italie. C'est-à-dire que toute la classe politique italienne conspire à faire crever l'Italie. Voilà, moi j'aimerais bien l'Union latine. De toute façon, l'Europe du Nord veut notre mort, et elle veut la leur aussi. Donc à un moment, il faut bien que les cousins se remettent sur la table. Le seul problème, c'est que vous comprenez qu'en Espagne comme en Italie, il y a des ressentiments historiques par rapport à la France sur des choses très anciennes, parce que l'Espagne, comme l'Italie, avait des cohérences géographiques, donc elles pouvaient exister, et nous, on avait une cohérence politique. Donc en réalité, l'Italie et l'Espagne sont deux pays où peut-être, enfin déjà, c'est deux terres d'empire, hein, toutes les deux, et, euh, et ces deux pays qu'auraient rien eu contre le fait qu'on disparaisse. Et en réalité, moi je le vois surtout. Alors oui, il y a eu une légende noire espagnole dans une partie de l'historiographie française, mais il en reste pas grand-chose. Enfin, je rappelle quand même que de la plupart des profs de gauche qui regardent l'Espagne avec des yeux de chimène, jusqu'à Pierre Chonu, patron de Radio Courtoisie, qui était l'un des plus grands hispanisants du XXe siècle, qu'on me démontre le parti pris anti-espagnol de l'intelligentsia française. Faut arrêter. Qu'on me le démontre. Qu'on me démontre les mouvements anti-espagnols en France. Je rappelle que l'espagnol est la deuxième langue la plus parlée. Je pense qu'il faut faire un peu ce qu'a fait Poutine, c'est-à-dire que la France doit arrêter de tendre les mains à tout le monde pour se voir cracher dans la paume. Voilà. Hein, moi, quand quelqu'un me molarde dessus, j'ai peine à croire que ce soit de l'eau bénite. Vous voyez ce que je veux dire? Bien. Une question intéressante de d'Azeder. Quels sont les points positifs du bilan de Macron? Premièrement, ça a beaucoup amélioré nos liens avec la Colombie parce que, croyez-moi, c'est pas pour rien dans notre déficit commercial. Donc déjà, en Colombie, on s'est fait des amis. Hein, Cali, Medellin, enfin tout ça, tout ça. Sinon, de The Village jusqu'à Tel Aviv, en allant par les backrooms californiens et certains trucs du côté de Bangkok, on a aussi eu un courant de sympathie dans tout un public interlope. Sinon, je sèche. Attendez, je vais trouver quelque chose. Hein. Je vais trouver quelque chose. Euh, euh, ah, si. Finalement, je pense qu'il aura révélé par ce qu'il est toute la réalité du système xénocratique. Et ça, je l'en remercie. Voilà. Bon, Sinon, rien de plus à dire. un bilan exhaustif. Merci, monsieur Rougeron. Une question de F. Galpin. Que pensez-vous des maires de droite qui dénoncent l'absence des crèches dans leur mairie? N'est-ce pas une manœuvre pour éviter de dénoncer les vrais problèmes? Bah, c'est pour dire, vous voyez, moi je suis de droite et j'ai de grosses bouliches, quoi. Hein, c'est ce que je. Si vous voulez, euh, un jour j'avais dit que quand on n'avait rien à dire, on s'engueulait pour rien dans un pays sans souveraineté, on faisait de la mélanchonique. Et, euh, et quand on fait de la droite demi-molle, je pense qu'on peut dire qu'on ménardise. Voilà, on ménardise. Donc, vous imaginez bien le mépris dans lequel je tiens ça. Alors, une question de Solo. Va-t-on assister, via un rapprochement Wauquiez-Marshall-Le Pen, une alliance UMP Reconquête?
Difficile. Alors, c'est en tout cas l'une des volontés, et d'où l'envoi de Ciotti, c'est l'une des volontés pour faire une sorte de droitisme sudiste, si vous voulez. C'est l'un des plans d'Edgar. Le problème, c'est qu'Edgar, qui est le surnom que je donne à Monsieur Vauquier, le problème d'Edgar, c'est qu'il est, comment dire, que de toute façon, il peut pas la tenir. Je vous rappelle que c'est l'ancienne créature de Barrault, Vauquier. En réalité, euh, il ne tiendra pas face à Marion Maréchal en frontal. Il peut la digérer par l'appareil. Mais surtout, Vauquier va devoir jouer avec un logiciel idéologique qui n'est pas le sien. Lui, c'est un pur européiste, pur sucre. Euh, vous ne savez pas s'il monte ou s'il descend l'escalier. Retailleau, qui a été élevé à l'ombre de Philippe de Villiers, est beaucoup plus à même de comprendre ce logiciel-là. Vauquier, c'est un sport d'emprunt. Et surtout, Monsieur Vauquier va être bloqué par son alter ego, tel Minus et Cortex, auquel il se ressemble d'ailleurs physiquement, qui est Monsieur Darmanin. Bon, il est vrai que dans Minus et Cortex, c'était le plus petit, le plus intelligent. Là, c'est à voir. Mais je pense que Vauquier vaut plus intellectuellement. Mais on casse pas quand même quatre pattes à un canard. Donc surtout que Monsieur Vauquier va devoir tenir de toute façon un parti d'élus locaux dominé par le très européiste David Lisnard, qui, je vous rappelle, est président de l'Association des maires de France. Donc de toutes les façons, le rapprochement avec Marion sera quasi impossible, parce que les vieilles cagoles électrices de Lisnard à Cannes, elles veulent pas entendre parler d'une Le Pen, fût-elle maréchale. Donc ça va être beaucoup plus compliqué que prévu, croyez-moi. Et je pense, en plus, il faut bien être au courant que dans cette droite-là, qui est entièrement macronienne, je vous rappelle qu'un adhérent et sympathisant sur deux des Républicains veut un rapprochement avec Renaissance. Or, tout ça, c'est la branche en partie Vauquier et surtout Lisnard. Et, et ça, malheureusement, ils n'échapperont pas à la scission, surtout que cette droite-là, si jamais elle adoubait Marion Maréchal, à condition que celle-ci, qui est déjà européiste, abjure son nationalisme une fois pour toutes, mais par contre, elle ne supportera pas Zemmour parce que Zemmour, il est suspect. Alors, ce qu'il dit, c'est très bien sur les minarets, sur les bronzés, c'est très bien. Mais une condition, c'est qu'il parte pas. Bah oui, comme dirait le grand métaphysicien de l'hospitalité qui est Monsieur Dupond-Moretti, qui va nettoyer nos chiottes? Donc croyez-moi, ils y sont pas, hein. Mais certains y pensent en effet. Une question plus grave de Solo 4243. Quel avenir pour le SCAF? Dassault semblait avoir imposé ses conditions, mais on peut imaginer un revirement allemand. Globalement, quel avenir pour l'industrie de défense française? Bah, tant que les Dassault existeront, ils les auront pas, parce que les Dassault peuvent tout bloquer, hein. Je pense que le SCAF ne se fera pas de toute façon, d'une manière ou d'une autre. C'est déjà un avion qui de toute façon, sorti, sera déjà obsolète. Donc, si vous voulez, là, on est dans le 3 fois rien, hein. On m'avait donné des informations pas terribles sur Éric Trappier. Eh bien, je dois dire que dans cette crise, il a été propre. Je n'ai aucun élément qui indique une once de trahison chez ce type-là, et pourtant Dieu sait que des anciennes d'assaut étaient venus baver à mon oreille. Je pense d'ailleurs parce que euh, il, il leur a été préféré par le patron. Non, non, Dassault se laissera pas faire. Ils l'ont prouvé, ça. Ils l'ont prouvé. Il va falloir, à partir de l'expertise de Dassault, celle de Thales, et surtout empêcher quelqu'un, par exemple, comme Bolloré, d'y toucher, parce que le patriotisme de Vincent Bolloré, je ne sais pas. Je le dis sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je refuse de jouer l'avenir de l'industrie de défense française sur ça. Pour Ah, l'instant, les Dassault et Dassault Systèmes et Thales ont prouvé qu'ils étaient capables de garder les intérêts français. Ensuite, il va falloir quand même lourdement réfléchir au fait que la DGA, la Direction Générale de l'Armement, et le ministère de la Défense travaillent pour les intérêts allemands pendant que des boîtes privées travaillent pour l'intérêt national. Il va falloir quand même un jour éclairer ça.
Très bien. Une question tour de magie, une question difficile, une question de chaud. Le traité de Lisbonne n'est plus tout jeune. Est-ce que vous pensez qu'un nouveau traité est dans les tuyaux? Bon, ils aimeraient bien. Le problème, c'est que les processus de ratification seraient tellement compliqués aujourd'hui. Ah non, 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 ils vont se garder de faire ça. Ah non, 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 parce que imaginez, il y a un mec qui utilise le référendum. Vous faites aujourd'hui un référendum en Allemagne, vous n'êtes pas sûr de le gagner. Donc, non, 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 je vais dire, le problème en plus, c'est que l'UE est totalement sortie de tous les cadres. Enfin, l'UE, toutes les actions de l'UE de ces 3 dernières années devraient être frappées d'illégalité. Le problème, c'est que là, elle repose entièrement sur la CJUE et l'interprétation téléologique des traités. Donc, non, non, s'ils sont assez fous pour faire ça, faut qu'on les attende au tournant. Mais à leur place, je le ferai pas. Ensuite, comme vous le savez, ils osent tous, c'est à ça qu'on les reconnaît. Je tiens à remercier Monsieur Nitten pour son abonnement et Monsieur Cali 777 pour son abonnement. Monsieur Rougeron, quand comptez-vous dégommer l'école de Francfort? À l'école de Francfort, c'est un sujet plus compliqué que ça. Je vais essayer de voir pour qu'on ait une vision, comment dire, complexe de ça. Parce que, si vous voulez, pour que des gens pour qui j'ai un infini respect, comme Denis Collin, défendent l'école de Francfort, c'est qu'il y a des choses à en défendre. Je pense qu'il y a, alors, il y a des problèmes avec l'utilisation de l'école de Francfort, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il faudrait qu'on travaille là-dessus, qu'on travaille sur les conférences Messi, qu'on travaille sur aussi la manière dont l'école de Francfort a rejailli dans la nouvelle, pas dans la nouvelle philosophie, pardonnez-moi, mais dans ce qu'on appelle à tort la French Theory, etc., etc., etc. Si vous voulez, on ne peut pas jeter des pensées entières comme ça. Je préfère, par exemple, ce que mon camarade Kouric, Vincent, fait magnifiquement, c'est-à-dire prendre les pensées alternatives et et faire en sorte que nous puissions grandir en les utilisant parfois même contre leurs concepteurs, comme il l'avait fait pour Bourdieu ou pour d'autres. Moi, je pense que c'est ça que nous devons faire plutôt que de faire guerre en histoire des idées. Elle oppose toujours des gens qui n'ont pas lu leurs adversaires à des élèves de leurs adversaires qui n'ont pas compris leur maître. Si vous voulez, c'est tout le problème, par exemple, des Straussiens. Si vous voulez, les vrais Straussiens ont été très peu nombreux. Et donc, vous avez tous les neuneux qui vont vous chercher les néoconservateurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que il va falloir qu'on travaille sur l'école de Francfort. Je vais voir avec Denis s'il veut travailler avec nous là-dessus, et avec Denis Collin ou avec d'autres, parce que il y a à boire et à manger. Vraiment. Très bien, restons dans des considérations un peu philosophiques avec une question d'Alec. Que pensez-vous de la raison d'État? Peut-elle ou doit-elle être encadrée selon vous? C'est le grand débat entre eux. Alors, débat, ils ne l'ont pas eu personnellement, hein, ils ne se sont pas connus. Mais c'est le débat Machiavel-Bodin. Machiavel est un théoricien, comme d'ailleurs beaucoup d'auteurs italiens de cette époque, de la raison d'État. Bodin limite la raison d'État, mais la reconnaît en même temps. De toute façon, il y aura toujours une raison d'État. Mais comme disait Raymond DeVos, la raison d'État, c'est d'état de raison. Et notre but n'est pas de limiter la raison d'État, c'est d'éviter qu'elle devienne d'état de raison. Vous voyez ce que je veux dire? D'éviter surtout qu'on travestisse l'intérêt privé en raison d'État. Mais la raison d'État aura toujours lieu, pour une raison. L'État est l'organe incarné de la survie collective, si vous voulez. Donc l'État a une raison en lui-même, parce qu'il a une responsabilité qui est unique. Et parfois, quand vous êtes en face de grands périls, vous ne pouvez pas être la demi-molle d'un démocrate suédois. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, vous pouvez vous permettre une raison d'État encadrée comme Bodin, mais parfois, vous devez être Machiavel. Moi, si vous voulez, rappelez-vous de l'hitlérisme. Parfois, il y a des hommes qui ne s'arrêtent que quand on les arrête. Et là, pour le coup, dans l'état normal d'une vie politique, Baudin a raison. Mais dans l'état d'exception, c'est Machiavel qui a raison. Or, aujourd'hui, l'hybridation de notre monde
au moment où il va de plus en plus vers son chaos, a tendance à hybrider l'état normal et l'état d'exception. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis persuadé que la raison d'État retrouvera une nouvelle jeunesse. Ce sera nécessaire. Déjà parce que des puissances privées comme le monde n'en a jamais connu, multinationales, marchés financiers, armées criminelles, enfin, on a, si vous voulez, mis à part les grandes flottes de pirates de la Chine traditionnelle, on n'a pas connu d'armées criminelles, euh, on a connu des bandes de rapines, si vous voulez. Mais je vous rappelle que un cartel comme qu'un gang comme le MS-13 a des dizaines de milliers de membres. Donc, si vous voulez, nous sommes face à des armées. Les gangs mexicains, c'est une part de l'armée mexicaine qui a fait sécession. Aujourd'hui, vous l'avez peut-être entendu, mais les trafiquants de drogue européens ont fait savoir que s'ils voulaient mettre une balle dans la tête du Premier ministre néerlandais, ils le feraient. Et d'ailleurs, les Pays-Bas étant une monarchie, que s'ils voulaient kidnapper un membre de la famille royale, ils le feront. Et ils en ont les moyens. Donc, on ne peut pas, on ne réglera pas ces problèmes-là sans la raison d'État et une raison d'État renouvelée. Et c'est tout à fait normal. Je vous rappelle que nous sommes à la 4e phase de mondialisation historiquement. Et à chacune, les 3 phases précédentes, donc d'abord la découverte de la Méditerranée, puis la conquête de l'océan Atlantique, puis l'ère des barons à la fin du 19e siècle, ont toutes les 3 accouché d'États plus forts que avant ces phases de mondialisation, ce qui est normal. Parce que l'être collectif et l'être politique, lui, a besoin de se situer, et donc il refait, si vous voulez, il revient au natal, pour parler comme un astronome, comme un astrologue, il, il, il se refait à partir de l'acte fondateur qui est la reprise de la frontière. C'est tout à fait normal. Et à ce moment-là, les puissances qui, elles, défient l'État, donc souvent les organisations criminelles, les églises, quelles qu'elles soient, et les marchands, donc les 3 vecteurs premiers des phases de mondialisation, eh bien, ils se prennent ce qu'on appelait dans le temps une triclée pour parler comme on parlait pour les chiots. Voilà. Très bien. Une petite question de popote intérieure. Comment fonctionne le cercle Aristote? A-t-il un bureau de recherche qui réfléchit sur ces diverses problématiques? Alors, il y a maintenant la cellule prospective et think tank qui est tenue par Julien Infunaro est maintenant totalement opérationnelle. Donc, elle va ne faire que croître et embellir, ne serait-ce que pour produire nos jeunes intellectuels organiques. Nous saluons Crapouillot et ses abonnés qui viennent gentiment nous rendre visite. Ils sont plus que le bienvenu sur notre live. Monsieur Rougeron, vous pouvez saluer nos invités. Les salutations, chers camarades. C'est des petites joies de la technologie. Alors, une question venant d'outre-Atlantique. Quel espoir avez-vous pour nous, Québécois, devenir un jour indépendants? Bah, si vous voulez, mes camarades, moi, à titre personnel, j'aurais bien sûr, moi, j'ai pas à me mêler de vos affaires, mais euh, là, il est grand temps quand même que quand je vois que le Parti conservateur du Québec s'est vautré, alors que j'ai des copains, quand je vois ce que vaut le PQ, le Parti québécois, si vous voulez, moi j'ai très peur. Surtout que euh, les Trudeau veulent votre mort, quoi. Enfin, les Trudeau sont la malédiction du Québec. Je rappelle que c'est le père qui commence la trahison contre vous, mais où est lapin. Donc, je pense qu'il faut repartir de zéro pour la cause québécoise. On peut vous y aider, mais vous y aider à notre place. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à vous comment dire, de tirer l'épée, quoi. Bien, nous souhaitons évidemment beaucoup de courage à nos amis québécois. Une question qui a déjà été abordée plusieurs fois, mais comme elle revient de façon nombreuse. Question de Matol. Quelle éducation pour la France de demain? L'objectif pour la France de demain? Ça laisse de la place, quoi. Ah, pour ce qui est de l'éducation, si tu veux, il faut reprendre, je pense, la ligne, en la modernisant bien sûr, qui était celle de la France de la Troisième République, qui avait le système scolaire le meilleur.
Donc, de toute façon, là, par contre, ce qui me fait peur, c'est qu'il va falloir quand même écrémer très lourdement une partie du corps des enseignants, parce que, quoi qu'on fasse, il y en a une partie qui ne veut pas être aidée. C'est-à-dire qu'ils se plaignent en permanence de leurs conditions, vous voulez régler leurs problèmes, ils vous mordent. Donc, ce qu'il faut faire, on le sait. Hein. Liliane Lursa, Laurent Laforgue, des tas de gens très bien ont déjà travaillé là-dessus. Hein. Donc, ce qu'il faut faire, on le sait. Le problème, c'est... Alors, il y a un début de prise de conscience dans la génération des jeunes profs. J'espère qu'il se poursuivra. Voilà. Très bien, très bien. Vous connaissez le rituel. On prend toujours l'habitude de vous demander quand est-ce que vous reviendrez, Monsieur Rougeron, vu que vous venez maintenant une fois par mois de manière régulière sur le Discord. Dans un mois. Dans un mois, le rituel est de vous proposer une date. Attendons, roulement de tambour. Que pensez-vous du 12 peut-être 12 un jeudi. Non, le jeudi, ça vous arrange moins, je ne sais plus. On pourrait plutôt faire ça un mercredi soir. Je suis sûr d'être chez moi. Mercredi 18. Mercredi 18, on est bon. Allez, c'est impacté. Un grand merci à tous nos abonnés pour cette... Merci mes camarades et je vous souhaite d'excellentes fêtes. Prenez bien soin de vous. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.